Sérimania pour cette nouvelle rencontre exceptionnelle, comme on aime en faire, avec des artistes plus ou moins reliés aux séries, parfois pas du tout, justement pour avoir des regards neufs. Et ici, nous avons une actrice dont on souhaitait la venue depuis plusieurs années avec Laurence Herzberg, qui a accepté notre invitation cette année. C'est donc Isabelle Nanty, qui est une actrice totalement étonnante, avec une carrière de longue durée, qui rassemble aussi le théâtre, le cinéma et la télévision, selon les opportunités. C'est évidemment une des stars de TF1 depuis plusieurs années dans Munch, mais pas seulement. On l'avait déjà vu dans un rôle carabinier dans Fais pas ci, fais pas ça, on en reparlera. Et puis évidemment un peu de sa carrière cinéma. Donc c'est une séance en partenariat avec l'Adami, que je remercie pour leur soutien. Et sans plus tarder, donc, je vais appeler le journaliste qui va s'entretenir avec elle et qui a choisi les extraits que vous allez voir. Monsieur Renan Cros, journaliste de Cinématiseur, 3 couleurs, et arbitre du cercle de série sur Canal+. Donc là, ici. Et s'il vous plaît, des tonnerres d'applaudissements pour Isabelle Nanty. Merci Frédéric pour l'invitation. Je suis très honorée. On s'installe. Bonjour à tous. Bonjour Isabelle. Bonjour Adam. On est content de vous voir. Alors, je suis contente aussi. Vous sentez que le public est content de vous voir en vrai? Ouais, c'est sympa. Merci beaucoup. Je dis ça parce qu'on n'a pas souvent l'habitude de vous entendre parler de vous. Et là, c'est l'occasion, on va passer 1h30 pour discuter de votre carrière, du cinéma, du théâtre, des séries. Pourquoi vous avez accepté de venir nous parler? Pour Sérimania, parce que ce festival porte vraiment bien son nom, puisque cette maladie a gagné la population mondiale depuis quelques années maintenant, encore plus. Ils ont eu l'intuition de créer ce festival il y a plus de 10 ans, je crois, et que ça on ne peut pas faire plus d'actualité qu'un festival de séries. Même si moi je ne suis pas une grande consommatrice parce que j'ai pas le temps, mais je trouve que la série apporte, même au cinéma maintenant, une autre façon de raconter, une autre dramaturgie, une autre vision même esthétique de notre travail par ce support-là. Et donc je pense que c'est la série qui va inspirer le cinéma maintenant. Alors on va revenir sur votre carrière. Vous êtes l'une aujourd'hui des actrices les plus populaires, je le disais, cinéma, théâtre, série. On va traverser tout ça ensemble. Peut-être pour commencer, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous vous êtes dit « Tiens, je suis drôle ». Pour être honnête, très souvent, quand on fait des scènes avec d'autres artistes et tout ça, je me trouve pas drôle, et je me trouve même assez pas drôle. Oui, ça marche bien. Et donc, quand j'étais petite, j'avais cette arme de faire rire. En fait, je faisais du stand-up avant l'heure. Je racontais ma vie tout le temps. À mes parents, à mes voisins et tout ça. D'une anecdote, je faisais un numéro pas possible, j'adorais ça. Mais je ne savais pas que le stand-up existait, donc un jour je me suis inscrite à un club de théâtre, et je suis montée sur scène, il y avait du public, et là j'ai senti pour la première fois que j'étais vivante des pieds à la tête, et que cette espèce de vie entière qu'il y avait dans tout mon corps, et dans mon âme, et la communion qu'il y avait avec le public, je me suis dit, mais ça c'est un truc exceptionnel, donc j'ai voulu faire ça. Et puis après, j'ai découvert que aussi, ce n'était pas que ça, d'être actrice, et que c'est avant tout être un instrument sensible à la disposition d'un metteur en scène, et que cet instrument, il vit, et que en fait, je ne m'étais pas rendu compte à quel point ma vie allait être en permanence exposée, sollicitée, au service.
Et ce que je disais tout à l'heure, si vous mettez un violoncelle dehors sous la pluie, après il va plus sonner pareil. Ben, nous c'est pareil. On vit des épreuves, on vit des choses, et puis après notre instrument n'est plus le même. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui doit intéresser les metteurs en scène. Donc moi, tout ce qui m'intéresse, c'est d'être à disposition avec cet instrument-là. Et à quel moment À quel moment À quel moment exactement vous vous êtes dit je vais être actrice? Ah oui. Je vais être actrice petite, mais je ne voyais pas bien ce que ça voulait dire à part faire le clown. Et puis après, après c'est quand j'ai été pour la première fois sur scène. Et puis après, c'est quand j'ai commencé le théâtre au cours Florent. Mes partenaires aimaient bien jouer avec moi. Il y avait des metteurs en scène qui avaient envie de jouer avec moi, donc je me suis laissée un peu embarquer en fait. C'était pas par conviction, c'est vraiment que vous vous êtes laissé porter par le métier? Non, je voulais faire ça, mais la beauté de notre métier, j'en avais pas conscience. Enfin, c'était anecdotique presque pour moi. C'était juste me marrer en fait. Et puis après, j'ai pris l'ampleur de la responsabilité en fait qu'on a et qu'ont les metteurs en scène quand ils nous engagent, parce que on n'est pas mort quoi. Donc voilà. Et quant à être consciente d'être drôle et tout ça, moi je n'ai jamais réfléchi les films ou les projets en termes de comédie ou drame. C'est pourquoi tous les personnages, dans tous les personnages, j'essaie de jouer leur drame. Parce que je pense que on nous prend tous ici, un par un. Je ne connais pas une vie qui n'ait pas vécu des choses dures. Je ne connais pas une personne qui n'ait pas son histoire. Donc ce qui est intéressant dans les personnages, c'est d'aller leur donner des secrets, de leur faire une vie, de prêter quelques secrets qui sont à nous, et comme ça pour leur donner de la chair en fait. Et donc moi, je joue toujours le drame du personnage. La comédie ne me regarde pas. Elle regarde le metteur en scène, mais moi je ne suis pas un personnage de comédie. Je suis une personne qui est dans telle situation et qui secrètement a vécu telle et telle chose. Par exemple, pour parler de ce qui est le plus récent, quand on joue, Jean-Paul Rouve et moi, Jeff et Cathy Tuche. C'est un petit film, je crois, qui s'appelle Les Tuches. Voilà. Je ne sais pas si les gens connaissent. Voilà, et ben quand on joue tous les deux ça, on s'est vraiment raconté un truc. D'où ils viennent, comment ils se sont rencontrés, comment Jeff a sauvé la vie de Cathy, comment à vie ils sont indéfectiblement unis. Et c'est ce qu'on joue avant tout. Et puis Cathy est vieillie, je me raconte qu'elle a la ménopause, je me raconte que des tas de trucs comme ça, qu'elle aime plus Jeff, puis qu'elle le re-aime, et puis enfin des trucs comme ça, mais c'est du drame en fait. Très concret toujours en fait. C'est toujours très concret. Et donc, je ne sais pas si c'est drôle. Quand je le fais, je m'en fous même que ça soit drôle. Et ça vous étonne d'entendre parfois les rires du public? Je les entends pas. Parce que en fait, je regarde les films une fois quand il est fini, par politesse. Et puis après, ça ne me regarde pas. Il faut avoir énormément confiance au metteur en scène quand on est acteur de cinéma. En revanche, un metteur en scène de théâtre doit avoir très confiance en ses acteurs de théâtre. Parce qu'une fois sur scène, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors que nous, une fois qu'on a tourné au cinéma, le metteur en scène peut faire ce qu'il veut. Donc il faut avoir confiance. Justement, on va y revenir sur votre parcours au théâtre, mais moi j'aimerais qu'on parle de la petite Isabelle. Quand vous étiez jeune, c'était quoi vos modèles? C'était le théâtre, c'était le cinéma, c'était la série? C'était qui les gens qui vous inspiraient? Alors j'ai eu la chance que mes parents m'emmènent au théâtre, voir des trucs vraiment pas mal. J'avais vu les Branquignoles, donc il y avait une actrice qui s'appelait Colette Brosset, qui était géniale. Après j'ai eu la chance de voir Louis de Funès dans Oscar. Je crois que j'avais 5-6 ans et je pleurais de rire et on me suppliait, les gens assis devant moi, ils disaient « vous pouvez pas calmer la petite ». Mais quand j'ai eu goût de tout ça,
les actrices que j'aime, c'est Shirley MacLaine, c'est Marlène Jobert, que je trouve était une actrice exceptionnelle. Je ne comprends pas pourquoi elle a arrêté. Dans les actrices, il y avait Liza Minnelli. En règle générale, j'aime bien les gens... Enfin, par exemple, j'adore Valérie Bonneton, parce qu'on ne voit pas comment elle fait. On ne voit pas d'où ça vient. Valérie, quand elle joue, et tout d'un coup, il y a des éclaircies. Quand elle se met à sourire, c'est comme un ciel qui se fend, et il y a le soleil qui arrive et tout. Donc moi, j'ai le goût pour les acteurs comme Philippe Catherine, qui ont une poésie et qu'on a l'impression qu'ils veulent pas ce qui arrive. Yolande Moreau, enfin, voilà, j'ai ce goût-là en fait. Vous parlez très bien des acteurs et des actrices, parce que je ne sais pas si tout le monde le sait, mais vous avez été prof au cours Florent. Ça veut dire que vous avez aidé des jeunes acteurs. On va les citer, il y en a certains qui sont devenus un peu connus. On peut citer qui, par exemple? Marina Foïs, vous avez été sa prof. Pierre-François Martin Laval, Jean-Paul Rouve, toute cette bande-là. Un certain Édouard Baird aussi, que vous avez découvert. Si tant est qu'on peut être la prof d'Édouard Baird. Mais alors moi, je voulais savoir, elle était comment, la prof Isabelle Nanty? J'en ai aucun souvenir. Selon ce que racontent les uns les autres, et il faut compter que le temps a fait sa petite légende personnelle. Bon, il y avait de l'exigence et tout ça, mais en fait, moi, comme je ne suis vécue comme prof, d'abord, je trouvais que je ne savais pas trop ce que je faisais là, un peu comme en général d'ailleurs, que je n'étais pas professorale, qu'il y avait même un jour où, en conseil pédagogique, chez Florent, ils avaient songé à changer le mot de professeur. Ils hésitaient entre pédagogue et professeur, et j'avais proposé fessagogue ou pédafesseur. C'est vous dire si je n'avais aucune conscience de ce qu'était la fonction en fait. Moi, ce qui m'a plu, c'est qu'il y avait des jeunes gens qui arrivaient, des jeunes filles, et qui voulaient être acteurs, et je trouve ça génial. Je ne suis pas du genre à dire « Oh là là, t'es sûre? Oh, mon Dieu, mais tu sais, c'est un métier très difficile et tout. » Je trouve ça génial que quelqu'un choisisse d'être acteur ou actrice. Et donc, j'étais juste spectateur. Et je crois que la première chose que je leur renvoyais, c'était d'être le premier public. Et puis après, je crois que je me servais des choses que moi, je ne comprenais pas pour essayer de, leur faire trouver la solution de ce que moi, je n'avais toujours pas compris. Et aujourd'hui, quand on me dit ça serait quoi vos conseils et tout, c'est de pire en pire. C'est-à-dire que, en fait, mais c'est très sincère, c'est pas une posture, je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas comment on peut enseigner une méthode. Il faut en avoir une. Moi, j'en ai pas. Je trouve que ce qui est passionnant, c'est les méthodes de chacun. C'est Vincent Lindon qui disait que être acteur, c'est se démerder. C'est être débrouillard, c'est être malin. Vous êtes d'accord avec ça? Mais de plus en plus, c'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas, on ne connaît pas le personnage, on n'est que dans le doute. Donc le doute, il faut l'aimer. Donc c'est à travers les questions qu'on se pose qu'on trouve. Certains trouvent des solutions, moi je fais des propositions de solutions. Mais sinon, non, moi je ne sais pas comment on fait. Mais même mes collègues, je ne sais pas comment ils font. Même je ne sais pas comment ils apprennent leurs textes. Même je ne sais pas comment ils font pour être dans un certain état. Quand je regarde un film, je dis, mais punaise, mais comment il a fait pour jouer ça? Il a l'air fatigué, il a l'air stressé, mais comment on fait pour faire ça? Et je ne peux pas répondre. Mais alors pourtant, en tant que prof, vous avez révélé donc une bande qui va s'appeler la bande des Robins des Bois. Mais les Robins des Bois, ils s'appellent Robins des Bois parce qu'ils ont monté un spectacle qui s'appelle Robins des Bois d'à peu près Alexandre Dumas. Que vous avez vu, Renan? Que j'ai vu exactement. À Fontainebleau. Oui, à Fontainebleau, ça se dans sent une pas. grange. Exactement, j'étais très jeune. Et c'était un spectacle complètement dingue. Vous jouiez dedans. Racontez-nous comment sont nés les Robins des Bois autour de vous.
Ben, ils sont nés autour d'eux-mêmes, surtout parce qu'en fait, Jean-Paul Rouve, Pierre-François Martin Laval, Maurice Barthélémy, ils étaient très amis. Vous étiez leur prof au cours Florent. Successivement, j'étais leur prof, et moi, on s'adorait. Maurice, il avait été mon assistant pour une pièce. Pef, il avait joué dans une pièce. Marina avait joué dans une autre pièce, enfin, que j'avais montée. Donc, c'était des amis avant tout. Et puis, c'est important que je raconte parce qu'en fait, beaucoup de gens pensent que c'est moi qui ai mis en scène Robin des Bois, et c'est pas moi. En fait, Pierre-François, qui est un poète, qui quand il était chez Florent était déjà ce qu'il est maintenant, enfin, maintenant il a vieilli, mais il était déjà ce qu'on a connu de lui très vite. Mais tout le monde s'appliquait un peu à faire du théâtre, comme il était entendu qu'il faut faire du théâtre. Et moi j'ai dit, mais ça existe déjà ça. On va se faire chier. Et puis en plus il y avait une génération très présente et c'était pas demain la veille qu'on allait prendre leur rôle, quoi. Et donc je dis ça à Pef et il vient la fois d'après, il joue Horace. Donc vraiment... le grand théâtre classique. Le grand théâtre classique. Voici le bras qui venge nos deux frères. Il le joue comme ça, sauf qu'il avait mis une passoire sur la tête, des gants Mappa. Il avait, en guise d'épée, un manche à balai. Et il a joué la scène en larmes, mais comme ça. Et c'est comme ça qu'il a commencé à attirer autour de lui d'autres gens qui se sont mis à délirer pareil, qui pouvaient jouer du vrai théâtre sérieux, mais en même temps qui avaient envie de faire des conneries. Donc, Pierre-François Martin Laval a proposé à Marina Foïs, qui à l'époque était une tragédienne, d'écrire Robin des Bois d'à peu près Alexandre Dumas. Et il a révélé chez Marina son talent d'écriture, son génie même d'actrice comique, parce qu'elle ne faisait pas du tout de la comédie. Et après, il a mis en scène la pièce en nous emmenant chez Emmaüs et en choisissant notre costume à chacun parmi les fripes. Le décor, c'était un tapis qu'il a récupéré chez Emmaüs. Il y avait une mappemonde et un sapin de Noël. Et puis c'est tout, ça avait coûté 500 francs, quoi, enfin, rien. Et on a répété. Enfin, en fait, ça ne devait pas être moi qui joue, mais l'acteur qui devait jouer, donc le shérif de Nottingham, frère Tuc et Madame Gamwell, s'est désisté. Donc ils ont cherché quelqu'un d'autre, et puis à un moment donné, il fallait qu'ils aillent jouer à Fontainebleau, et j'ai dit, bon, je vais le faire. Donc je suis partie répéter avec eux, à base d'impro, à base du texte, à base de bricolage avec tous les costumes qu'on avait, et c'est comme ça que c'est né. C'est un spectacle complètement fou qu'on peut retrouver aujourd'hui en DVD, c'est ça? Oui, je crois qu'il y a un DVD maintenant. Et c'est là où l'esprit des Robins a vraiment voilà. existé, puis après vous les avez laissés vivre voilà. leur vie. Oui, parce qu'ils sont partis à la télévision, à Comédie, puis après à Canal. Et honnêtement, moi je n'avais pas envie d'être tous les soirs à la télé. Je ne suis pas tellement dans l'écho de moi-même, et quand on est à la télé tous les soirs, on est forcément dans l'écho permanent de ce qu'on fait. Et c'est pareil, quand Édouard Baird faisait le centre de visionnage. Voilà, j'ai été le remplacer une ou deux fois, mais d'abord j'ai trop le trac en fait. Je ne suis pas assez irrévérencieuse pour ça. Alors, ça tombe bien parce que le cinéma vous a vraiment accaparé à ce moment-là. Alors on ne peut pas citer tous les films que vous avez fait, vous en avez fait beaucoup. Vous avez été pendant très longtemps un second rôle comique de plein de comédies, Les Visiteurs, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Est-ce que le passage devant la caméra, ça a été simple pour vous, vous qui veniez du théâtre? C'est venu à cause de Claude Berry parce qu'il me proposait des scénarios qu'il voulait, des scénarios on devrait dire. C'est comme la Covid. En fait, il me proposait des textes, puis j'aimais pas trop. Donc un jour, je lui ai dit moi j'ai écrit un film. Ah oui.
Et je peux le lire quand? Je dis le 16 mars. On était le 16 février. Et donc j'ai écrit Le Bison en un mois. On va revenir. Ça, c'est le film en tant que réalisatrice. Moi, Voilà. je vous parlais de devant la caméra en tant qu'actrice. Ah, c'est venu comment? Ouais. Est-ce que c'était facile de vous retrouver devant une caméra? Parce que c'est pas le même rapport qu'au théâtre. Ah ouais. Oui, c'est vrai. La différence. On nous demande souvent la différence. Au théâtre, je sais pas comment je vais dire ça. Vous savez quoi? On va vous voir sur grand écran, dans un extrait. C'est un film, on va dire qu'il est culte, ce film. Ça s'appelle Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. C'est pareil, un petit film que la France n'a pas du tout vu à l'époque. C'est un film de Jean-Pierre Jeunet. Un débutant. Un débutant, exactement. C'est une scène qui est quasiment devenue culte, avec une réplique qui est devenue culte. C'est l'extrait numéro 1. Je crois que ça va faire plaisir à tout le monde de vous revoir dans Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. L'extrait numéro 1. Pour les cinéphiles, la scène de la tasse là, avec la cuillère qui me rappelle un film que j'avais adoré de Mikhalkov, qui était L'esclave de l'amour, je crois, ou Partition inachevée pour piano mécanique, où Il y a la même chose. il y a la même chose, elle est en terrasse, et on la voit regarder quelque chose, il y a un coup de feu, et on entend juste cling, 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 et après ça descend sur sa main qui tremble. Là, c'est plus joyeux quand même. Mais ça, c'est des détails de mise en scène que il n'y a que les grands qui font. Georgette, 20 sur 20, vive la France. Cette phrase est devenue culte dans la France des années 2000, de ce fabuleux destin d'Amélie Poulain. Maintenant, est-ce que vous voir à l'écran, comme ça, là, vous n'avez pas l'habitude, qu'est-ce que ça vous fait? Alors au début, je voulais pas regarder, et puis je comprenais pas l'extrait que c'était. Et donc, pour cause, parce que je l'ai pas vu depuis tellement longtemps, le film. Qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça vous fait de vous voir à l'écran? Alors, je devrais pas dire ce que je vais dire. Ah bah si. Je me dis, tu joues trop, on n'y croit pas. Je me dis, ça c'est trop, il faudrait vraiment l'avoir ressenti. En fait, Alors que vous entendez que le public rit, que c'est Ouais, millimétré, mais- que ça marche. moi j'admire tellement des grands acteurs que j'ai mis la barre trop haute, je pense. Il faudrait que je sois plus humble et que je me laisse juste aller. Mais j'imagine par exemple Liza Minnelli dans cette scène. Ce serait un peu chiant, non? Non, non, ça serait bouleversant. Mais bon, ça c'est l'exigence. Dieu merci, je ne suis pas arrivée là où à la façon de jouer que j'aimerais. J'aimerais atteindre un truc. C'est pas un niveau, hein, c'est pour moi une chose que je n'ai pas encore, donc j'ai encore faim. J'adore jouer. Quel souvenir vous gardez de ce tournage, de ce film qui est vraiment qui a été un phénomène? Oui, mais comme tous les phénomènes, quand on les tourne, on ne sait pas que c'est un phénomène. Sauf que celui-là, en le lisant, je me souviens très bien que tous on s'était dit, on tient un truc exceptionnel dans nos mains, il ne faut pas le gâcher. Donc, on était vraiment au service du metteur en scène. Et Jean-Pierre Jeunet est passionnant à voir travailler et complètement client des âmes, en fait. Vous avez retourné avec lui récemment dans Big Bug. Voilà. Ouais, un film qui a mis 5 ans à se faire et qui, quand on pense, écrit il y a 5 ans ce que ça disait d'aujourd'hui, était donc très très en avance sur son temps. Là maintenant est à temps. Mais ouais, ils sont incroyables, Guillaume Laurent et Jean-Pierre Jeunet. Et donc voilà, c'était le souvenir, c'était que moi j'ai tourné 10 jours et que c'est une parenthèse enchantée d'un sentiment, d'un moment qu'on vit exceptionnel de tournage. Et puis j'ai eu ça aussi pour Astérix. J'ai tourné 5 jours dans Astérix, dans le désert, et je me disais, punaise, on est là, et puis il y a ce petit gars qui est Chabat, puis qui a l'air tellement décontracté avec sa clope comme ça. Puis
Puis tout d'un coup, il arrive, et puis il dit un truc, et puis on se dit, mais où, d'où, à quel moment c'est venu dans son cerveau cette idée-là qui est... Par exemple, Chabat, j'avais fini de tourner, il me dit, tu peux rester encore demain? Je dis, ah, oui. Parce que j'ai l'idée d'une scène, mais qui n'est pas écrite dans le scénario, donc on va la caser entre deux plans, et ça sera qu'un plan. Qui sera installé, tu viendras vite le tourner, après on continuera notre journée. Et donc, je suis venue le lendemain matin, et la scène, c'était quand je déconnecte. Là. Elle capte plus. Voilà, à quel moment le gars, il a imaginé ça, et qui se dit, tiens, je vais la tourner entre deux plans, comme si, et puis que c'est quand même une scène qui est marrante. Voilà, c'est Chabat. Vous avez été, pendant très longtemps, un second rôle récurrent du cinéma français. Vraiment, si on cite toutes les grandes comédies françaises, vous êtes dedans. Mais moi, je me posais la question, est-ce que vous faites partie de ces acteurs qui pensent qu'il n'y a pas de petits rôles, de second rôle, il n'y a que des rôles? Ou au contraire, le second rôle, pour vous, c'est quelque chose de très précis? Il y avait sur les fiches de paye autrefois, hein, Claire, rôle secondaire, quand on jouait un rôle, un second rôle. Et alors un jour, je suis allée voir le directeur de production, j'ai dit, mais alors si c'est un rôle secondaire, est-ce que secondairement, je peux ne pas venir? Est-ce que secondairement, je peux, si j'ai pas le temps par exemple, ne pas apprendre mon texte? Et puis je lui décline tout ce que secondairement je pourrais ne pas faire en fait, enfin vous faire. Voilà. C'est la seule fois où ça m'avait fait quelque chose. Mais en fait, je m'en fous complètement. Ça m'est même arrivé de refuser des rôles principaux en disant que je serais mieux dans le rôle... par exemple, les Reines du Ring, j'ai refusé le rôle principal et ils me voulaient vraiment, donc j'ai fait la directrice du supermarché, je suis venue 3 jours, mais bon, très souvent je conseille des collègues dans certains rôles que je vois pas ce que je vais apporter de plus. Donc non, en fait... il y a des rôles. Il y a des rôles, ouais. Mais bon, c'est sûr qu'il y a des partitions dans les rôles. Enfin, ce qui est important, c'est que le rôle ait quelque chose à faire dans le film. Enfin, c'est-à-dire qu'il soit... Ici, il y a un rôle très important. Oui, qu'il fasse avancer le schmilblick, quoi. Enfin, qu'il soit actif dans l'histoire. Mais c'est sûr que dans les rôles principaux, il y a des partitions qui sont beaucoup plus riches. C'est vrai. Et vous avez eu l'idée, et vous avez bien eu raison, de vous écrire un rôle. On en parlait tout à l'heure. Vous avez réalisé un film, votre film, ça s'appelle Le Bison et sa voisine Dorine. On commençait à raconter l'histoire tout à l'heure. C'est donc Claude Berry qui vous a dit moi j'ai envie de le lire, ce film. Voilà, donc j'ai écrit en 1 mois parce que j'ai fait un bluff en disant qu'il était écrit. Et puis je l'ai donné ensuite à mon ami Fabrice Roger-Lacan qui a repassé du polish, comme on dit, un petit coup de polish. Et puis le 16 juin, j'étais en tournage, donc tout ça s'est fait extrêmement vite, mais il n'y avait que Claude Berry qui pouvait faire ça. Parce que c'était quelqu'un d'assez intuitif, et puis il avait des flashs comme ça, et, allez, on y va. Donc voilà, donc ce que j'ai trouvé difficile dans le fait de jouer et de mettre en scène, c'est que il faut quand même, pour mettre en scène, être dans une certaine maîtrise, ne serait-ce que de son équipe et de sa vision. Alors même qu'être acteur, c'est lâcher prise, c'est s'abandonner. Donc devoir passer de l'un à l'autre en très peu de temps, c'est ça qui m'a posé problème pendant les 3 premières semaines. Et puis à un moment donné, j'ai trouvé le truc, mais je sais plus quoi. Et j'ai trouvé le truc et j'ai pu le faire. C'est un film, on va le voir, moi je trouve qu'il vous ressemble beaucoup, Isabelle. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu le film, c'est l'histoire de Dorine avec ses enfants qui est gardienne d'immeuble et qui est au tout début du film quittée par son mari qui est joué par Pierre-François Martin Laval. Et il serait parti avec la fiancée du voisin du dessus. Et le voisin du dessus, c'est Édouard Baird, qui se fait prénommer le Bison.
Et dans la scène qui suit, vous allez voir, elle vient lui dire à ce fameux bison qu'elle a compris où étaient leurs conjoints respectifs. Et vous allez voir, il est question d'un avocat, et on n'est pas loin de Munch. Un extrait du bison. C'est comme si c'est vous qui faites. Ouais. Putain. Il est super ce film, Isabelle. Je vais le dire. Je vais le dire en ce moment, c'est quand même vrai. Et juste après, dans la scène, il lui conseille d'aller voir une avocate. Et il y a toute une scène très marrante sur les avocats et comment les avocats prennent ou non les gens de haut. Moi, je trouve ce film formidable parce qu'il met en scène très tôt, hein, c'est un film du début des années 2000 quasiment, il parle de féminisme, de charge mentale, d'une femme qui est abandonnée, de tout ça dans une comédie, et en plus une comédie pour toute la famille. C'était ça l'envie. L'envie, c'était pour toute la famille. Je vous racontais tout à l'heure l'anecdote qu'au moment où on fait la presse, il y a une réunion, et j'ai dit, moi je veux Mickey Magazine. Alors, ils avaient prévu Elle, tous les grands journaux importants et tout ça, mais moi je voulais Mickey Magazine. Et en fait, ils ont eu honte que ce film puisse être vu par des enfants, et donc ils l'ont vendu que sur le public adulte, alors que c'était un film pour les enfants, sur le monde des adultes. Et après, en vidéo, ça a marché auprès des enfants. Il y a beaucoup de jeunes avec qui même j'ai tourné après. Paloma Cocan, par exemple, dans Munch, c'était son film qu'ils regardaient en groupe quand ils étaient petits. Parce qu'il y avait plein de petites phrases pour les enfants, hein, des petites maximes à la con. J'aime bien les maximes. Pourtant, c'est un film dur qui raconte une vraie réalité sociale. Ce rôle-là, vous l'êtes écrite pour vous? Honnêtement, sûrement. Mais comme bizarrement, souvent les acteurs, quand ils passent à la réalisation pour leur premier film, ils se servent pas vraiment beaucoup. Chabat, il a écrit, il était un chien. Junio, c'était un flic ou un SDF. Valérie Lemercier, c'est le derrière quand même. Enfin bon, on a même Balasco, je ne sais plus quel était son premier film, mais bon, c'est la même punition. On s'auto-punit de ce qu'on nous a déjà puni pendant des années. Mais moi, ce qui était important dans ce film-là, c'est qu'en fait, ça va vous surprendre parce que le résultat ne l'évoque peut-être pas, mais j'avais lu un des plus beaux textes que j'ai lu dans ma vie, qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme, celle de 48, qui a été repaufinée d'après celle de 1789, enfin 89, enfin bref. Et c'est un des plus beaux textes que j'ai lu de ma vie, tant il est imaginatif pour organiser un cadre pour que tout le monde soit bien respecté, vu. Et l'article premier, c'était les hommes naissent libres. Maintenant, c'est les hommes et les femmes. Enfin, les individus, les êtres dits humains sont nés libres et égaux en dignité et en droit et se doivent respect et vivre les uns avec les autres dans un esprit de fraternité. Et donc je m'étais imaginé de faire un film sur chaque article tellement c'est génial. Donc j'avais pris le premier, c'est la fraternité. C'est l'histoire de si c'est pas vous qui faites, c'est comme si c'est vous qui faites, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait c'est vrai qu'on a tous une responsabilité de proximité, au moins, plus celle d'agir. Si on n'agit pas, on est... C'est vraiment un film là-dessus, c'est-à-dire qu'ils Ah vont ouais, s'entraider et ouais. ils vont avancer ensemble. Ouais, à un moment donné, elle lui dit, vous êtes un salaud, en fait. Vous êtes un salaud parce que vous laissez faire. Moi, j'ai besoin de vous. Et c'est aussi quand même un film sur le fait qu'à partir du moment où tu commences à aider, tu mets le doigt dans un engrenage qui t'emmène très loin. Lui, en l'occurrence, ça l'emmène jusqu'à devenir père des enfants. Et... Enfin bon, c'est vrai que c'est vertigineux, la responsabilité. C'est Saint-Exupéry qui dit « Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé ». Mais bon, c'est quoi la vie si c'est pas ça? C'est ennuyeux. Donc il y a eu un premier film sur le premier article, et les suivants maintenant, Isabelle?
Ben, c'est aussi sur la responsabilité, les dommages collatéraux de... Ça veut dire qu'il y a un suivant. Ouais, j'espère. Donc là, il y a en écriture, Ouais. En écriture, le prochain film d'Isabelle Danty en tant que réalisatrice. Ouais. Mais j'ai perdu beaucoup de confiance dans l'écriture parce que j'ai écrit 5 films qui ne se sont pas montés. Et que moi, je suis pas du genre, quand un film se monte pas, de dire « Ah, les salauds, ils ont rien compris ». Je me dis « Bah oui, ils ont raison, c'est nul ». Donc je me suis quand même coltiné 5 refus de 5 films différents que je porte un peu comme un... J'ai du mal, mais bon, on n'est pas là pour pleurer. Non, c'est vrai que l'envie de dire doit être plus fort que tout. Donc, Et donc là, vous tenez quelque chose, Ben oui, mais je sais pas si ça va parler à grand monde, mais je crois que si. Vous savez, il y a du monde là, on peut peut-être leur demander si ça les intéresse. Non, déjà. J'aurais essayé, hein. On n'en dira pas plus. Non, mais ça serait intéressant de demander au public, pas pour moi personnellement, mais en général, ça serait quoi le moment de cinéma qu'ils n'ont pas encore vécu et qu'ils rêveraient de vivre. Et si ça se trouve, c'est le même pour tout le monde. Et celui qui trouvera ça. Ben, c'est ça la magie en fait. Et en parlant de magie, on a vu quelqu'un sur l'écran que vous connaissez bien, qui s'appelle Edouard Baird. Vous dites souvent qu'Edouard est un magicien. Ça veut dire quoi? Edouard, c'est quelqu'un d'exceptionnel, c'est qu'il a un cerveau qui n'est pas fait comme tout le monde, de base. Mais c'est rare de pouvoir vérifier ça vraiment. En fait, il y a plein de gens qui sont géniaux, qui sont exceptionnels, mais la construction mentale d'Edouard Baird, elle est exceptionnelle. C'est-à-dire que son cerveau fuit tout le temps. Il pourrait parler non-stop et dire des trucs tout le temps. Il a dans son cerveau un dictionnaire, des mots qui sont beaux, bien utilisés, il a quelque chose à dire et c'est profond et en même temps c'est complètement désespéré et il y a quelque chose d'incontrôlé. J'aime bien ce qui est incontrôlé. Et en même temps, vous l'avez beaucoup mis en scène et votre travail, c'était peut-être de le contrôler aussi. La première fois que j'ai mis en scène Edouard, c'était Cravate Club. Au théâtre. Ouais. C'était qu'ils prennent confiance. Le plus dur, c'était qu'ils prennent confiance en le plaisir de jouer. Le plaisir de jouer sur scène et d'être... Quand un acteur de théâtre va sur scène, il devient le metteur en scène. C'est-à-dire que nous, le metteur en scène de théâtre, on organise les choses pour que les choses soient vues et entendues au mieux. Mais nous, acteurs, on est le relais de ça. C'est-à-dire, comme les gros plans au cinéma, ou comme on peut décider que vous allez faire le gros plan sur nos yeux, ou sur une pensée, ou sur une réaction. Et donc, on prend le relais du texte. Et donc, c'était juste lui faire prendre confiance qu'il était capable de ça, et le plaisir que c'est de faire ça. Mais parce qu'il savait déjà jouer. Et la pièce était bonne, et ils ont beaucoup de plaisir à jouer ensemble avec Charles Berling. Et là, vous l'avez remis en scène récemment dans Les élucubrations d'un homme touché par la grâce. Vos retrouvailles presque sur scène. Il a changé, Edouard Baird. Alors, ça, c'était pas du tout prévu, par exemple. Enfin, il m'avait demandé de l'aider pour ce spectacle-là, et moi j'ai dit que je pouvais pas. Et puis il s'est retrouvé 3 semaines avant de jouer dans une petite panique. Donc j'ai dit, je vais venir une journée, peut-être 2. Et puis, je me suis aperçue qu'en fait, il avait tout dans sa tête et dans son ventre, parce qu'en fait, quelqu'un qui décide de faire un spectacle, il va ni plus ni moins jouer que ce qu'il a au temps présent, puisque il ne va pas s'inventer dans le futur. Donc il est au temps présent, et c'est il est au temps présent qu'il va vouloir donner. Et Edouard, son cerveau va tellement vite qu'il n'a pas le temps de vous expliquer ce qu'il veut faire. Non, parce que je veux dire, il est déjà à une autre phrase, il n'a pas fini la première. Attends, mais donc... Ça a l'air simple de travailler avec Edouard Baird. Non, mais c'était juste
lui dire, bon, en 1, alors tu viens d'où? Moi j'ai fait comme ça. Hein. Moi j'ai pas mis en scène le spectacle. Hein. Je lui ai juste posé des questions. Je dis, bon, tu viens d'où au début? Ah, bah je vais venir de la salle et tout ça. Ok. Bah on le fait? On le fait. Bon, bah, je le fais. Bon, et après, tu fais quoi? Bon, bah là, je vais dire un petit truc comme ça. Bah vas-y. Donc il le fait. Et puis il y avait des gens qui notaient. Bon, ça te va alors comme ça, l'entrée, et puis après? Après, je sais pas, ça me vient que je ferai ça. Bah vas-y. Ça, voilà. Donc, finalement, c'est très simple de travailler avec Edouard Baird. Bah, à partir du moment où on lui laisse le temps de sortir un à un tous ces trucs, puis après il a dit, je voudrais faire un peu de ça, 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 un peu de ça. J'ai dit, ok, alors on a tout noté, et puis on a mis sur des bandes, et puis on a dit, bon, alors dans quel ordre? Et puis on scotchait, c'est du bricolage, hein. Mais il est tellement génial. Et puis après, il a fait son chemin, et depuis, il va là, mais il revient toujours sur ce petit chemin qui est tracé. Très fidèle, vous êtes très fidèle en amitié, on le voit, vous avez suivi toute la bande des Robins des Bois. Edouard Baird, on sent que l'amitié c'est central dans votre travail. C'est central parce que c'est éternel, l'amitié. C'est pas comme l'amour où ça peut mourir, où ça peut être tué. L'amitié, normalement, en vieillissant, on apprend à comprendre les limites les uns des autres, à s'accepter comme on est, à se pardonner. Enfin, c'est beau l'amitié pour ça, ça peut durer toute la vie. Et Edouard Baird, il vaut mieux l'avoir comme ami. C'est vrai. Parce que... On aimerait tous l'avoir comme ami. Ben non, mais je veux dire, comme ami. c'est toujours mon ami. Si ça avait été mon amoureux, par exemple, peut-être je le verrais plus jamais, j'aurais pas fait tout ça. Alors que, comme ami, c'est tout bénef. Non, je plaisante, mais... Et donc, oui, je le vois, je l'adore, je trouve qu'il évolue bien, je trouve qu'il est de plus en plus fragile, de plus en plus profond, de plus en plus insécure, mais de plus en plus beau. On vous sent toujours très attentive aux autres dans votre travail, la façon dont vous les dirigez. Est-ce que vous n'auriez pas envie qu'on vous dirige de la même manière comme ça sur scène? Que quelqu'un vous aide à être seul sur scène? Ah ouais? Ben ouais, mais... Ouais. Mais il faudrait que ça soit pour dire des trucs importants. Parce que on n'a plus le temps de rigoler, là. Enfin, on n'a plus le temps de rigoler pour juste rigoler, quoi. Il faut que ça vaille la peine. Il faut que ça soit grand. Moi, j'ai la chance d'avoir vu des spectacles tellement géniaux que j'ai pas envie d'aller... C'est comme les bouquins. Quand on a eu des grands livres, quand vous avez des copains qui disent « Ah, j'ai sorti un bouquin », oui, bah s'il te plaît, j'ai pas encore lu Proust, tu vas me laisser tranquille avec ton bouquin. C'est pas gentil. Je reconnais que là, vraiment, c'est pas gentil. Si vous avez un livre pour Isabelle, c'est pas le moment. Si vous avez un livre que vous avez lu qui est génial, je suis preneuse. Mais bon, voilà, les anecdotes de cinéma ou tout ça, on s'en fout. Donc, voilà. Oui, mais je vous emmerde 1 heure, et puis vous êtes naufragé volontaire. Je suis pas venue chez vous pour vous emmerder. Micro, vous êtes venu. Donc voilà, je suis légitime. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc aller sur scène et puis que tout le monde se sente obligé de venir me voir, enfin mes amis, et puis que c'est... bah non. Donc... Pourtant, la comédie, récemment, les tuches, c'est que ça tient une place quand même très importante dans votre carrière. Est-ce que vous pensez que vous avez fait le tour de la comédie à vous écouter? Non. Mais j'ai pas fait le tour de rien. Ce que je trouve intéressant dans l'époque et dans la jeunesse d'aujourd'hui, c'est qu'ils cassent les codes. Moi, j'ai vécu pendant 30 ans ce milieu où les gens disaient « Non, mais ça se fait comme ça. Ah non, mais il faut faire comme ça. Ah non, mais tu vas pas... non, ça ne se fait pas. » Alors que les jeunes, ils s'en foutent. Et du coup, il y a des formes nouvelles qui sortent. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est comme les acteurs qui ont des théories sur comment il faut jouer et tout ça. Ça m'emmerde. Mais fais ta théorie pour toi, mais moi, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, et c'est comme ça qu'émergent des gens comme Philippe Catherine, que j'adore.
et qui se permet tout, là qui fait une expo qui est géniale, qui fait des disques et des chansons juste au piano comme ça, enfin hors La liberté. La liberté totale. Justement, vous avez surpris tout le monde en apparaissant chez François Ozon dans un film qui s'appelle Été 85. J'avais très envie qu'on vous voit aussi dans un rôle dramatique. On va avoir une scène, c'est une très grande scène, c'est quasiment la conclusion du film. Et on va vous découvrir, on vous a déjà vu un peu dans Le Bison émouvante, et là vous êtes très émouvante en mère de famille. C'est un extrait d'Été 85 de François Ozon. En fait, non mais... C'est vous quand même, tu vas bien, oui, il faut... mais c'est l'instrument qui joue. En fait, le metteur en scène, il est comme... Nous, on est le piano et lui, il joue des... Il aurait pu me dire de faire Tu vas bien autrement. D'ailleurs, il y avait d'autres versions de cette fin-là. Et moi, je me sens vraiment comme... Je vous racontais tout à l'heure qu'Alain Resnais, quand j'ai eu la chance de travailler avec Alain Resnais... Sur la bouche. Pas sur la bouche. Simplement, Alain Resnais vous regarde. Il n'y a plus rien à... Enfin, il a ouvert tous les verrous, quoi. Enfin, il vous regarde et vous vous sentez pouvoir tout donner, tout jouer. C'est ça qui est beau. Vous avez C'est ressenti cette... ça avec François Ozon? En tout cas, j'ai ressenti qu'il était avec moi. Il est tout le temps derrière la caméra, François, parce que c'est lui qui cadre. Il me faisait des petits signes. Il était avec moi. Il y a beaucoup de metteurs en scène, ce qui compte, c'est leur cadre. C'est oui, mais non, mais c'est bien, t'inquiète. Le t'inquiète, on n'en a rien à foutre. Ce qui me fait plus plaisir, c'est vrai. Et donc, le regard de François Ozon, il était doux. Il était important. C'est quelqu'un de sévère, hein. Ozon, il faut que ça aille, hein. On tourne à une vitesse dingue, tout le monde court sur le plateau pour aller vite, c'est formidable parce qu'on ne perd pas de temps, mais son regard sur vous, moi je ne crois qu'à ça. Je ne crois qu'au regard qu'on porte les uns sur les autres. Et d'ailleurs, notre travail de metteur en scène à acteur ou de journaliste, parce que c'est votre travail aussi, vous faites que ça. Quand vous regardez les gens, vous leur posez des questions, vous allez fouiller, vous avez une idée. Et ben dans la vie c'est pareil, enfin je veux dire les rencontres qu'on fait, il n'y a aucune rencontre anodine pour moi, il n'y a aucune rencontre ennuyeuse. C'est des livres ouverts ou fermés, mais en tout cas il y a des pages chez chacun. Est-ce qu'il y a une rencontre avec un réalisateur ou une réalisatrice que vous aimeriez là, qui advienne? Ben, j'en sais rien parce que ça m'est arrivé, je ne citerai pas son nom, de rêver de travailler avec quelqu'un et ça a été horrible. Alors évidemment maintenant le journaliste a envie de savoir qui, mais vous ne direz pas. Et en fait, c'est comme aussi, il y a des mecs que j'ai rêvé. Ah oui. Et là on peut avoir des noms? Ça vous dirait rien? Voilà, en plus. J'ai bien déjoué, hein, le truc, d'accord. J'ai vu. Ouais. Voilà. Non, moi ce que j'adore dans mon métier, c'est qu'on ne sait pas. Demain, je ne sais pas ce que je fais. Et j'adore ça. Mais vous parliez de la jeunesse, d'une nouvelle génération qui décloisonne, qui change les choses. Il y a des noms de jeunes réalisateurs et réalisatrices aujourd'hui qui vous inspirent. Vous dites, ah, j'irais bien faire un tour chez ces gens-là. Je suis ouverte, j'irai où on veut de moi. Mais vous savez, on est très nombreuses de mon âge. Il y a plein d'actrices de mon âge et qui sont des super actrices. Quand il y a un rôle d'une femme comme moi dans un film, moi je mesure le cadeau que c'est quand c'est moi qui vais le jouer. J'ai la responsabilité. Donc je ne suis pas là à me dire dis donc bidule, allez, c'est moi qu'il te faut. C'est lui qui sait, c'est lui qui voit dans sa tête qui va. C'est un puzzle, hein, une distribution, c'est un équilibre, c'est pas du copinage, quoi. Est-ce qu'il y a un rôle, on va plutôt parler d'un rôle, qui vous manque, quelque chose que vous n'avez pas encore joué, et vous vous dites là, ça
ça me plairait. J'ai envie de regard, c'est ce que je vous disais. J'aimerais bien découvrir des choses de moi. Être capable de faire ce que j'aime, moi, chez les grands acteurs, actrices que j'admire et où, voilà, je me sentirais totalement dirigée, enfin, révélée. Aujourd'hui, bon nombre d'acteurs, d'actrices vont vers la série télévisée justement pour trouver aussi une autre forme de liberté, d'autres types de personnages. On est à Sérimania, donc on va parler de séries. Et ça tombe bien parce que vous avez une façon très surprenante de montrer des séries à des jeunes enfants. C'est un extrait de Fais pas ci, fais pas ça. Christiane Potin s'occupe des scouts et vous allez voir, elle leur montre une série qui n'est peut-être pas conseillée pour eux. Et vous allez voir, je vous ai mis la scène et puis la réaction des parents. Un extrait de Fais pas ci, fais pas ça. Cet épisode. Donc vous montrez d'experts aux enfants, Isabelle, c'est bien normal ça? Il faut de la contre-éducation. Je pense que maintenant, la contre-éducation, c'était sympa quand on était une tante contre-éducative ou quand on envoyait son enfant chez un ami contre-éducatif. C'est très important. Maintenant, c'est Internet. C'est enfin les réseaux sociaux. Mais bon, ils font leur boulot. Hein. Bien. Hein. Fais pas ci, fais pas ça, vous apparaissez dans quelques épisodes, c'est un rôle qui est devenu pareil récurrent. Quel plaisir vous avez eu à retrouver, à intégrer cette troupe? Vous citiez Valérie Bonneton tout à l'heure, qui jouait également dans Le Bison. C'était quoi l'envie de retrouver des copains, des gens avec qui vous vous entendiez? Oui, parce que Guillaume de Tonquédec, on avait joué au théâtre pendant 1 an ensemble. Valérie, je la connaissais, donc elle avait joué dans mon film. Isabelle Gélinas, on était au cours Florent ensemble, je lui avais donné la réplique au conservatoire, tout ça, donc je les connaissais tous. Donc moi je suis venue pour faire un guest, puis il est devenu récurrent. Et c'était un personnage quand même compliqué parce qu'il la faisait évoluer vu qu'elle était mytho. Chaque saison elle était quelqu'un d'autre, un peu. Donc c'était marrant. Mais bon, ce qui était intéressant, c'est de devenir quelqu'un d'autre tout en gardant l'origine de cette folie, c'est-à-dire pourquoi elle est folle comme ça. C'était ça qu'il fallait à chaque fois pour retrouver le personnage, c'est pourquoi elle est folle comme ça. Après, je jouais les mots, mais... On se rappelle qu'elle était très très fan de Renaud Lepic dans Fais pas ci, fais pas ça, très proche de lui. Vous aviez des belles scènes avec Guillaume de Tonquédec. Ah oui, oui. Mais c'est parce que c'est chimique entre eux. Elle est sûre qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris quelle était la femme de sa vie. Est-ce que sur le tournage de Fais pas ci... C'est un peu le drame de ma vie. Hein. C'est vrai? Pas Guillaume, mais... On n'a jamais compris que j'étais la femme de la vie des hommes de ma vie. D'accord. Christiane Potin, c'était une façon de conjurer ça. Tous les rôles. C'est moi, partout. Sur le tournage de Fais pas ci, fais pas ça, vous avez découvert le tournage en série. Comment ça vous a plu ça... Fais pas ci, fais pas ça, on tournait épisode par épisode. Ce que j'ai trouvé compliqué dans Munch, c'est de cross-border. Si tout le monde sait ce que c'est. Hein. Alors vous avez expliqué cross-border, ça veut dire quoi? Voilà. Donc on tourne 4 épisodes en même temps. Donc par jour... Même décor en fait, à peu près. Voilà, par décor un peu. Donc par jour, on peut tourner dans le bureau 2 scènes de l'épisode 1, une scène de l'épisode 3, une scène de l'épisode 4. Donc on change 4 fois de costume. Donc il faut avoir en tête tout... où on en est à chaque scène qu'on tourne dans l'épisode lui-même. Il n'y a pas de continuité en fait. Voilà. Alors il y en a une, on se la fait quand on a le temps. Sinon, c'est la script, mais en général, il vaut mieux se l'être fait pour équilibrer Et c'est ça que j'ai trouvé dur, moi. Mais bon, il faut s'y faire, c'est comme ça que ça se fait. Vous le citiez, Munch, qui est devenu un personnage récurrent, très populaire sur TF1. Cette envie, c'est l'envie d'avoir une série à vous, ça vient de vous ou on vous l'a proposé? Non, c'est venu de... Ah non, pas du tout, moi je vais jamais aller demander un truc comme ça. Jamais. Bah non. Mais quand on vous le propose? J'ai trouvé ça marrant. Puis une avocate, je trouvais ça que
Je fais des formulations bizarres. Je trouvais que c'était intéressant de jouer une avocate parce que je pense que vraiment les avocats sont un des piliers de la démocratie et qu'ils mettent l'homme au centre, enfin l'homme, la femme au centre de tout. Enfin, l'histoire de chaque individu, etc. Et que tout le monde a droit à être défendu. Donc, et puis que je trouve que les grands avocats d'aujourd'hui sont des penseurs. Richard Malka, je trouve, est un penseur. C'est comme un philosophe, ça fait avancer la réflexion sur le monde. Donc, je trouvais ça assez noble, je trouve que c'est un métier génial et que voilà, ça me plaisait d'essayer ça. Alors ma transition va être difficile parce qu'on va voir un extrait de Munch, mais c'est pas vraiment une penseuse ici, vous allez voir. Elle est entourée de son cabinet, il faut trouver une solution et elle a des solutions un peu particulière, vous allez voir, c'est un peu Munch et associé ici. Vous allez nous parler après de ces acteurs avec qui vous allez travailler. Un extrait de Munch qui se passe de commentaires. Ils sont super, ces personnages. On sent qu'il y a une joie de vivre dans cette série. C'est une série avec des enquêtes, avec des crimes, des drames. Mais c'est quand même aussi une comédie. Comment vous définiriez Munch, la série? Tout ça. C'est un cabinet d'avocats qui, par le plus grand des hasards, défend essentiellement des innocents. C'est drôle. Bon, c'est comme ça. Et Munch essaie toujours de contourner la loi, elle est toujours bord 4 de la loi pour aller plus vite que la police. En fait, c'est pourquoi ils enquêtent de leur côté, ce qui est interdit normalement. Et donc, ils emploient des moyens un peu... Voilà, moi ce que j'aime dans ce personnage, c'est qu'elle est irrévérencieuse et qu'elle est culottée, et qu'elle a des audaces que je n'ai pas. Donc ça me fait découvrir, ça me fait un peu croire pendant le temps que je la tourne que je suis quelqu'un qui en a. Mais bon. Vos partenaires de jeu ici. Aussi c'est ça, hein. Moi ils sont plus là, ça m'intéresse pas. Hein. Enfin je veux dire, c'est le plaisir de se retrouver tous ensemble, on s'amuse bien. Donc il y a Tom Villa, il y a Aurélien Vie qui sont exceptionnels, et Paloma Cocan, ça c'est le... Il y avait Lucien Jean-Baptiste, mais qui est parti de la série parce qu'il a des projets personnels. Et voilà. C'est vraiment, vous avez créé une espèce de petite famille de séries? Ouais, non, mais c'est toujours comme ça un peu, je crois. Non? Ils disent pas ça tous? Pas tous. Des fois ils s'aiment pas. Et ah bon? vous aimez bien, on a l'impression. Ah, moi je pourrais pas. Non, mais si on s'aimait pas, je pourrais pas. Bah non. Où est l'intérêt, franchement? Vous passez 4 mois avec des gens que vous n'aimez pas? Non. Vous avez beaucoup dit que les tournages de séries, c'était très compliqué, que ça demandait beaucoup de rapidité, d'apprendre beaucoup de textes très rapidement. Mais que la mémoire se fait au fur et à mesure. Moi, j'aimerais bien qu'un neurologue se penche sur le phénomène des acteurs, parce que c'est intéressant. Au début, on ne retient pas bien, et puis plus ça va, et puis après on sait en ayant lu une fois. Vous avez énormément de noms, de termes techniques. Ah ouais, les noms, 72 des fois. Il y a la saison 3, il y avait 72 nouveaux noms à retenir. Plus les termes juridiques, il ne faut pas avoir l'air d'annonner, hein, parce qu'ils disent ça comme ça. Moi, ça me passionne les professions. Ah ouais, les professions, ils ont tous des jargons, des trucs, des façons de faire, c'est merveilleux, quoi. Donc toucher la profession vraiment à pleine main, je trouve ça intéressant. Ce personnage, ça vous a surpris qu'il devienne aussi populaire que cette série? Aujourd'hui, de quoi on vous parle le plus? De Cathy Tuche ou de Munch? Ça dépend. La dernière fois, la série a été vue par 4 millions en moyenne de spectateurs, ce qui est moyen vis-à-vis de tous les trucs qui se sont faits pendant le confinement, les 9 millions, des 11 millions, je crois aussi. Non, et les Tuches,
Là, ils n'ont fait que 2,5 millions. Que, vraiment. Donc récemment, c'est plus Munch. Ouais. Ça vous plaît, ça vous touche aujourd'hui d'être découvert aussi peut-être par une jeune génération, par la télévision? Par principe, ce que j'ai fait ne m'appartient plus. Donc c'est c'est aujourd'hui qui m'intéresse. Donc je suis pas tellement dans le chérissement de ce qui vient d'être fait. Ce qui peut être un peu emmerdant pour les gens qui travaillent avec moi parce que voilà. Mais le retour du public, moi j'ai toujours pris ça comme d'avoir une chance, mais assez naturellement. J'ai vécu dans un village, et dans un village, tout le monde est la vedette de tout le monde. Donc on se dit bonjour, tout le monde se connaît. Donc j'ai toujours abordé un petit peu les gens qui viennent vous parler de quelque chose de la même manière que je le faisais dans mon village avec qui que ce soit, quoi. Enfin, c'est comme si Paris était un petit village ou la France est un petit village. C'est des gens, et puis en général ils sont sympas. Ça fait 4 saisons de Munch. Il y a un moment, il va falloir lui dire adieu. Vous vous préparez à ça? On se prépare pas à ça. Si. Un jour, il faudra mourir, vous vous y préparez. C'est un peu moins radical quand même, Isabelle. Mais c'est-à-dire ce personnage que vous avez construit, que vous avez accompagné. Mais je crois qu'elle n'est pas prévenue, il faudra pas qu'elle sache. Ouais. Il faudra la prendre par surprise. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire une prochaine saison, pas de prochaine saison Ça veut dire une façon assez habile de vous dire que je ne sais pas. Très bien. Est-ce que vous auriez envie d'un autre personnage de série aujourd'hui? En si on fait, vous propose autre chose en série, vous iriez? ouais, et de plus en plus en voyant plutôt les séries que regarde ma fille et tout ça, qui sont des trucs, je me dis, faut faire quelque chose de très très bien, quoi. Ça met la barre très haute en fait, la jeunesse. Parce que ils ont tout cassé les codes, leur esthétique est dingue, même nous pendant longtemps on était toujours en référence un peu à des choses qui nous avaient inspirés. Mais là, je sais pas, ils sont inspirés par qu'eux-mêmes. Enfin, aussi par les filles hyper maquillées, tout ça, bon par d'autres trucs. Mais quand même, la forme, l'énergie qui se dégage de ça, elle est. Par exemple, vous regardez quoi avec votre fille? Mais moi, je trouve que c'est très équivalent à. Enfin, je fais juste un parallèle de ce qui se passe en ce moment à un petit peu ce qui s'est passé au moment de 68 ou dans les années hippies. Il y a des codes qui ont été cassés, là, il y a plein de nouveaux codes qui sont cassés, y compris ceux de ah bon, on peut plus mettre une main au cul sans. Bah oui, on peut plus mettre une main au cul. C'est plutôt bien. Par exemple, ou ah bon, je gagne que ça, ah oui, non, c'est pas normal, ah oui, c'est pas normal, oui, non, c'est pas normal. Et etc. Mais c'est génial, c'est bien de vivre cette époque. Donc voilà, donc votre question est... Qu'est-ce que vous regardez avec votre fille? Qu'est-ce que je regarde avec ma fille? Des trucs des jeunes, là. Des trucs des jeunes, alors c'est pas très clair, là, Isabelle. Non, moi j'ai adoré, c'est Euphoria, c'est Skins... Moi j'ai envie d'avoir l'avis d'Isabelle Nanty sur Euphoria. Eh du temps où je faisais des mises en scène au théâtre, au subventionné, c'était à peu près aussi noir ce que je faisais. En fait, j'adore, moi, je trouve que le sombre est beau. Je trouve que la souffrance, la difficulté à être, le combat, tout ce qui est... je trouve ça beau. Les pièces que j'ai vues, que j'ai trouvées belles, ou les pièces de danse que j'ai vues, ou les spectacles, ou les films, c'est mon film qui me hante depuis 10 ans maintenant, c'est Incendie. C'est quand... oui, c'est quand c'est sourd, quand c'est souterrain, quand ça raconte quelque chose qu'on a tous en nous en fait. Et donc j'adore Euphoria, aussi pour son esthétique, pour la façon dont c'est filmé, raconté.
Alors nous on a fait à l'inverse, maintenant on est à Skins, et puis là maintenant c'est Sex Education. Mais au moins ça... Moi j'ai plein de trucs. Ben en fait, je savais déjà à peu près où on en était de ce côté-là. Mais... Non, je suis pas naïve. Mais par contre, oui, ce que je voulais dire, c'est que par exemple, avec Bref, ça a été le début où je me suis dit, ah oui, là, la série prend c'est court, mais là, ça prend un nouveau rythme, un nouveau... Parce que nous, pendant des années, on nous a dit, ah non, le rythme de comédie, c'est comme ça, c'est comme ça. Puis tout d'un coup, il y a des mecs comme les Deschiens, puis après, il y a eu les Kervans de l'Épine, qui ont inventé un autre rythme. Mais pendant 30 ans, on nous disait, non, il ne faut pas faire comme ça. Et moi, j'écrivais des films qui n'étaient pas drôles, mais un petit peu quand même, mais pas tout à fait. Comme j'ai mis en scène Tchekhov, qui lui pensait faire des vaudevilles, et qui sont montés maintenant comme des tragédies. Et j'ai mis en scène Feydeau, en travaillant essentiellement sur la tragédie des personnages, puis le rythme est venu, par l'urgence de leur appel au secours. Donc en fait, moi j'ai un peu souffert quand même des cases et des codes. Ouais, des codes qui étaient il faut faire ça et pas comme ça. Donc je ne serais pas celle qui dirait à qui que ce soit ah non mais faut laisser vivre, et je trouve que l'époque que vivent les jeunes est dure, mais que leur expression est belle. C'est le moment, si vous avez des questions pour Isabelle, levez la main, et je crois qu'il y a un micro qui devrait circuler, qui va pas tarder à arriver. Là, tout devant, allez-y, On peut allumer un peu la salle ou pas? Je pense, est-ce qu'on peut allumer un tout petit peu la salle? La première personne qui a un micro. Allez. On est là, ça va commencer là. C'est là, ici. Bonjour. Alors, je suis au lycée et j'avais une question un peu personnelle à vous demander. Ça fait des années que je rêve d'être actrice et je dois faire un stage d'observation. Du coup, je voulais savoir si c'était possible ou pas de vous accompagner, de faire un stage d'observation. On commence déjà avec les offres d'emploi. Aussi. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Je suis à la recherche d'un emploi. Tu es en quelle classe? Je suis en seconde. Ah oui, donc tu as le temps, parce que moi je ne vais pas travailler avant septembre, octobre, novembre. Ah oui, enfin, on j'ai est quoi là? Ah oui, là vous avez le temps là. Moi je ne vais pas travailler avant la rentrée. Donc vous allez me laisser votre téléphone. Bah, j'ai ma lettre de motivation. Et Oui, voilà, très bien. Voilà. Ils sont prêts. Donnez tout ça au charmant monsieur qui vous tend le micro et qui le transmettra à Isabelle. Que pendant ce temps-là, y a-t-il une autre question là, juste là, Isabelle? On n'entend pas, le micro n'est pas branché. Allô? Désolée. En préambule, vous avez dit que la série va inspirer le cinéma. Est-ce que vous pourriez un peu préciser comment elle va inspirer le cinéma? Et vous ne craignez pas qu'on tourne complètement la page du cinéma? Ben, quand il y aura des grandes choses au cinéma qui auront à se faire, elles se feront, hein, je pense. Et comment la série va inspirer le cinéma? Dans la liberté qu'elle prend, justement. Il me semble. Dans la liberté, dans les thèmes abordés, dans l'esthétique aussi, dans la narration, dans la dramaturgie, tout ça, il me semble. Enfin, moi je suis pas historienne, hein, voilà. Une autre question tout devant. J'ai le sentiment de ça. Bonjour, bonsoir. Je sais plus bonjour, bonsoir. Il est 17h30. Bonne nuit. Je sais plus. Je voulais savoir si, j'ai deux questions, si vous tournez dans les courts-métrages, et si oui, est-ce que vous accepteriez de Ça jouer... sent à nouveau la maman. de jouer ma... Habitué, hein. de jouer ma belle-mère, parce que j'ai écrit un rôle pour vous, voilà, c'est entre l'émotion et l'humour. Voilà, c'est une comédie. Alors, je suis très touchée déjà, merci beaucoup.
Comme je l'ai expliqué, je suis en sabbatique. Je suis en sabbatique depuis 9 mois déjà. Donc, et pas avant donc, septembre, donc ça fera presque 14 mois que je n'aurai pas travaillé et c'est important. Donc à ce moment-là, si vous voulez envoyer votre... si vous l'avez là, je le prendrai. Mais je ne veux pas vous faire attendre. Alors, mon mail. Prenez le mail du monsieur qui est là, qui va tout transporter ensuite. Une autre question ici, peut-être une voiture à vendre, quelque chose. On dit jamais 203. Allez-y. J'allais aussi vous proposer de tourner avec moi le mois prochain, mais bon, tant pis. Je vais poser une autre question. Moi, je voulais simplement vous demander, enfin, 2 questions du coup. Comment vous apprenez vos textes? Parce que vous avez vaguement survolé le sujet. Et second, si vous recommanderiez, bon, en étant un minimum objectif, si vous recommanderiez plutôt le conservatoire ou les cours Florent Courcy. Technique. Les conservatoires de région ou de département ou de... Les conservatoires en région. Oui. Conservatoire de théâtre. Ah, je pense que... Vous avez quel âge 21 ans. Ouais. On va dire que... Qu'est-ce que vous risquez de regretter le plus de ne pas avoir fait? Le but, c'est d'y arriver, en fait. Ah bon, peut-être venez à Paris, peut-être pour voir. C'est un peu là que ça se passe, un petit peu quand même. Et puis aussi en région, si vous voulez créer votre truc régional, faites-le dès maintenant. Mais sinon, ça se passe quand même un tout petit peu à Paris, malheureusement. Ouais. Donc du coup, il faut aller dans une école, à mon avis. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire une école. Mais si vous faites une école, autant aller dans une école où il y a beaucoup de gens qui passent. Et vous serez avec plein de gens, et donc c'est là où vous allez vous faire vos amis. Moi, les gens que j'ai rencontrés quand j'avais 18 ans, c'est toujours mes amis. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est bien les endroits où on dit que c'est des usines, mais en fait, c'est des cuves à incubation, quoi. Après, si ça ne vous convient pas, vous allez dans un petit cours. Mais bien souvent, les gens sont obligés de retourner dans un grand machin parce que c'est là où on passe les castings et tout ça. Et, voilà. Et puis le conservatoire de Paris et les concours, c'est des concours, donc il y a très peu de gens qui sont pris. Donc c'est une grande chance d'être pris, mais c'est pas foutu si vous n'êtes pas pris. Moi j'ai loupé tout, et pas qu'une fois. J'ai loupé 2 fois le conservatoire, 2 fois la Rue Blanche, 2 fois, une fois Strasbourg, 2 fois l'école de Nanterre qui était l'école de Chéreau, et j'ai loupé 2 fois la classe libre, j'ai eu la 3e fois. Et j'ai loupé la Royal Academy à Londres, mais c'est la seule truc où j'ai eu les 2 premiers tours. Merci Isabelle. Bonjour Isabelle. J'ai une question donc, qui va reprendre un petit peu la question sur l'apprentissage du texte, mais plus orientée sur la dyslexie, dyscalculie dont vous avez parlé. Déjà, je vous remercie d'en avoir parlé parce que il faut des gens qui en parlent et qui mettent ça, qui visibilisent ça. Moi, j'interviens sur ces sujets-là auprès d'entreprises enseignants et donc je serais très intéressée d'avoir votre expérience en fait de comment vous avez fait avec les petits trucs et notamment dans l'apprentissage de votre métier et l'apprentissage de vos textes. Oh là là. La dyslexie et la dyspraxie. Parce que moi, quand je tourne une scène, et surtout au cinéma, où il faut prendre un verre, marcher en même temps et parler, il y a panique à bord, donc j'ai mes petites techniques maintenant, je le dis plus, je le dis pas. Et les scripts, elles voient bien comment je procède. Mais il faut se faire son petit truc à soi. Et la deuxième chose, l'émotion. Tous les dyslexiques sont des émotifs.
Et en fait, quand on fait baisser un petit peu la pression et l'émotion, les choses vont mieux. Par exemple, mais même dans l'enseignement, enfin moi je n'ai pas de leçons à donner à personne, il y a des études de fait là-dessus, mais je sais que quand par exemple un enfant est stressé, fait des fautes d'orthographe et tout ça, c'est mieux de lui dire de vous faire la dictée. Il est derrière vous, il vous fait faire la dictée. Donc il regarde une fois ce que vous écrivez, il vérifie, il re-regarde si vous avez bien écrit, là regardez 3 fois, il le sait à vie. Et il n'a pas eu de pression parce que c'est à vous qui croit mettre la pression. C'est, je pense, beaucoup des histoires de pression. Parce que moi, quand je tourne avec quelqu'un qui me met à l'aise, bizarrement, j'ai moins de problèmes que quand je suis avec quelqu'un qui me stresse. Une autre question, elle est là. Bonsoir Isabelle. Moi j'avais une question par rapport au cours Florent. Je me demandais comment est-ce que vous vous êtes retrouvés au cours Florent et pourquoi est-ce qu'ils ont été importants dans votre vie et en quoi ça l'a changé justement? Alors à l'époque, il y avait 200 élèves au cours Florent. Il y avait plein de cours, il y avait le cours Simon, le cours Florent, le cours Périmonie, mais il y en avait peut-être que 3 ou 4 des cours. Et on était dans chaque cours 200, 300 maximum. Tout le monde se connaissait, on connaissait les profs, enfin... Donc c'était pas effectivement ce que c'est devenu un petit peu des grandes entreprises qui brassent. Mais moi je trouve que c'est bien le brassage. Enfin, tout le monde a le droit, à partir du moment où il a un rêve, voilà, d'essayer de le réaliser. Et donc, vous me demandiez comment j'ai fait. Ben, j'y suis allée. J'ai payé. J'ai payé, et puis après, ben, j'y suis restée. Et puis après, j'ai été virée. Mais après, j'ai été virée, et 2 ans après, j'ai été prof là. Donc c'est vous dire s'ils sont ouverts quand même. On va prendre une dernière question tout là-haut. Pomme de terre ou pas wow. Voilà. Pomme de terre ou pomme de la terre? Ah, c'est une question. Pomme de la terre. Parce que... Hein, pomme de la terre, parce qu'on ne va pas dire pomme du le ciel. Je crois qu'on a fait le tour là avec cette question. Merci beaucoup, Isabelle.